Selon ce livre des racines latines que j'ai oublié de prendre pour ce tournage, le sens du mot animé est d'abord qui possède une âme. Parler des êtres animés, ce n'est pas évoquer un mouvement ou une agitation, c'est parler des êtres à qui la pensée antique prêtait une âme, c'est-à-dire les hommes et les animaux. La racine anime est liée à l'idée de souffle vital, d'esprit. C'est finalement ça l'animation. Ce n'est pas seulement permettre aux objets de se mouvoir, mais de faire croire à leur existence et à leurs actions autonomes. C'est insuffler la vie à tout ce que l'on désire. Lorsqu'il ne s'agit pas d'objets, il s'agit alors de représentations graphiques, notamment dans le cas du dessin animé ou dans l'animation de marionnettes en papier, voire parfois d'êtres humains dont chaque mouvement a été pensé pour entrer dans une animation, se débarrassant souvent des lois de la physique et permettant de donner vie à une toute autre créature que le simple humain qu'on aurait laissé s'agiter devant une caméra. Mais quand est-ce que tout cela a commencé ? Quand est-ce que les humains ont décidé d'animer tout type de représentation et de corps ? Eh ben ça, c'est compliqué à déterminer. Les historiens ont pu constater à travers nombre de peintures rupestres le sens de la décomposition des mouvements qu'avaient nos ancêtres, en particulier dans la représentation d'animaux. En témoignent les œuvres magistrales que l'on peut apercevoir dans les grottes de Lascaux ou d'Altamira. Si on ne peut pas encore qualifier cette pratique d'animation à proprement parler, malgré quelques hypothèses sur une éventuelle illusion du mouvement par le biais du feu, on ne peut nier la fascination que ces humains avaient pour le mouvement. Je pourrais vous parler des ombres chinoises qui inspireront la cinéaste Lotte Reiniger, notamment pour les aventures du prince Ahmed, et plus tard le cinéaste Michel Oslo avec Princes et Princesses, ou évoquer le théâtre de marionnettes, qui consiste aussi en l'insufflation de la vie à un ou plusieurs objets initialement inertes. C'est d'ailleurs une carrière de marionnettiste qu'entreprendront dans un premier temps Jerzy Trnka et Gary Bardin, avant d'entamer une carrière de cinéaste d'animation. Mais l'objectif de cette vidéo ne sera pas de vous raconter la merveilleuse histoire du cinéma d'animation, car il y a beaucoup trop de choses à dire. Bien que le terme animation englobe un vaste champ de pratique, j'ai décidé de m'en tenir à la définition de Borivoš Dovniković dans son ouvrage La technique du dessin animé. La seule condition pour qu'on puisse qualifier un film d'animation est qu'il soit tourné en une prise de vue image par image. C'est principalement la notion de décomposition du mouvement qui va nous intéresser ici. Les jouets optiques, qui ont précédé l'invention du cinématographe, constituent l'histoire de ce qu'on nomme le pré-cinéma. Pièce importante du Musée national de Téhéran, le vase de Shahrisokhta sera qualifié par l'Organisation du tourisme en Iran d'animation sur gobelet, suite au travail d'un photographe ayant immortalisé chaque vignette pour les assembler dans une animation. Il est toutefois anachronique de porter cet objet au rang de pré-cinéma, puisque faire tourner ce vase n'est pas suffisant pour apercevoir une animation, sinon une image floue. Néanmoins, cet objet reste intéressant comme trace de l'intérêt que l'humanité a porté à la décomposition du mouvement, en dehors de nos sociétés occidentales. Il est possible que durant votre enfance, vous ayez, à l'aide d'un bout de ficelle, de carton et de papier, réalisé un thaumatrope. Ce jouet optique, inventé par John Ayrton Paris en 1831, consistait en un disque dont chaque face comportait un dessin différent. Prenons l'exemple assez classique de la cage et de l'oiseau. Sur une face, vous pouvez apercevoir une cage. Je la tourne, vous apercevez maintenant un oiseau. En les faisant tourner très rapidement, à l'aide d'une ficelle, notre œil ne parvient finalement plus très bien à voir deux images distinctes. L'oiseau semble alors se situer à l'intérieur de la cage. Ce phénomène est appelé persistance rétinienne. En ouvrant les yeux, une image s'imprime dans votre rétine. En les fermant, vous allez encore pendant un court laps de temps discerner l'image. On doit la première théorisation de ce principe dit de la persistance des impressions rétiniennes à un physicien belge, Joseph Plateau. Entre 1829 et 1833, ce dernier invente le phénakistiscope, qui consiste en un disque dont la circonférence comporte 10 à 12 faces dessinées différentes se succédant. En se plaçant face à un miroir et en mettant les yeux au niveau des fentes du disque, du côté opposé au dessin, en faisant tourner l'objet, le spectateur découvrira une boucle animée. Si des impressions lumineuses différentes se succèdent à la cadence voulue, il y a pour notre organe récepteur liaison entre elles et donc impression de vue continue en mouvement. En grand passionné des sciences de l'observation, il s'intéressera aux impressions produites par la lumière sur l'organe de la vue, qu'il illustrera par plusieurs expériences inédites. Il établit deux types de persistance rétinienne. La persistance rétinienne positive, lorsque la rétine garde une image pendant 50 millisecondes, toutes les images que nous voyons alors se superposent. Et la persistance rétinienne négative, bien plus dangereuse, puisqu'elle est due à une exposition prolongée à une forte intensité lumineuse. Une trace sombre persistera durant plusieurs secondes.
Pourtant, la théorie très célèbre selon laquelle la persistance rétinienne expliquerait l'illusion du mouvement dans le cinéma et dans l'animation va être fortement contestée par les chercheurs et chercheuses américains Joseph et Barbara Anderson dans The Myth of Persistence of Vision paru en 1978. Ainsi, Joseph et Barbara Anderson déploreront l'omniprésence de la persistance rétinienne dans la littérature cinématographique. Presque chaque écrivain est à un degré responsable de son omniprésence générale. André Bazin s'émerveillait du fait qu'il ait fallu si longtemps pour que le cinéma voie le jour, puisque toutes les conditions préalables étaient réunies et que la présence de l'image sur la rétine était connue depuis longtemps. Dans Film and Its Techniques, le réalisateur et producteur britannique Raymond Spottiswoode qualifiait la caméra de machine à produire des photos par intermittence et métaphorisait le concept de persistance rétinienne en une gueule de bois mentale, puisqu'il permettrait de prolonger l'image de ce que l'œil voit. Ainsi, une succession rapide d'images fixes, légèrement différentes, trompe notre œil en lui faisant croire qu'il a vu une réelle continuité de mouvement. Si l'œil était totalement sobre, il n'y aurait pas eu de film. L'élégance de cette théorie, facile à comprendre et à intégrer, pousse les professeurs et théoriciens du cinéma à l'utiliser comme appui scientifique dans leurs travaux. Le plus fou, c'est qu'il ne m'est jamais arrivé d'entendre la moindre personne dans le milieu de l'audiovisuel contredire ce postulat. Tout comme l'anthropologie a du mal à remplacer le mythe de la création par une histoire tout aussi satisfaisante, la psychologie contemporaine se trouve dans la position embarrassante d'avoir détruit notre foi dans l'unité de la psychologie et de l'esthétique liée au mythe de la persistance rétinienne, tout en restant incapable de fournir une explication de substitution pour combler le schisme fondamental de notre théorie du cinéma. Pour comprendre ce que recouvre ce mythe, le psychologue prusso-américain Hugo Münsterberg posera 2 questions fondamentales. Premièrement, quels sont les facteurs psychologiques en jeu lorsque nous regardons les actions qui ont lieu sur un écran? Et deuxièmement, qu'est-ce qui caractérise l'individu d'un art et qui constitue les conditions dans lesquelles se trouvent les œuvres d'un art particulier? Ces 2 points d'interrogation amènent un schisme qui oppose, concernant la première question, psychologie, et pour la seconde, esthétique. Les raisons qui ont permis de maintenir et de perpétuer ce mythe sont donc purement esthétiques. Joseph et Barbara Anderson déploreront aussi le fait que théoriciens et analystes du cinéma se tourneront plus facilement vers la psychanalyse, notamment avec Freud, que la psychologie, qui est plus à même d'expliquer notre perception du mouvement. En 1993, Joseph et Barbara Anderson publient un nouvel article prenant en considération d'autres réflexions autour de l'illusion du mouvement, appelé The Myth of the Persistence of Vision Revisited. Mais les hypothèses sont tellement vastes et variées que je ne vais pas me permettre de les expliciter dans cette vidéo. Plusieurs autres réflexions, venant de psychologues, physiciens et profs de sciences, mettent considérablement en doute la théorie de la persistance rétinienne. Comment la persistance rétinienne, qui permettrait de maintenir une image fixe pendant un certain temps, expliquerait l'illusion d'un mouvement continu? Au contraire, ça devrait augmenter la sensation de saccade. Si l'on s'en tenait véritablement à cette théorie, ça ne pourrait marcher que par empilement des nouvelles images sur les anciennes images encore discernables. Le décalage de position entre les 2 images que cela provoquerait créerait une traînée similaire à celle créée par une série de photos qui décortiquent le mouvement. Cette logique rappelle la chronophotographie d'Étienne Jules Marais, qui permettait d'analyser le mouvement en obtenant une séquence de photos prises à de très courts intervalles de temps. La persistance rétinienne peut donc expliquer le fonctionnement des appareils photo, puisque ces instruments se basent eux-mêmes sur le fonctionnement de notre œil. De plus, peu importe la luminosité, la perception du mouvement reste identique, alors que la persistance rétinienne dépend de l'intensité lumineuse et de la durée d'exposition, comme expliqué précédemment avec les persistances positives et négatives. Plus l'éclairage est intense, plus l'exposition de la rétine à l'image est longue, et plus la persistance sera longue aussi. Il faut également compter sur le fait que la tête et les globes oculaires ne sont pas fixes. La projection des images au fond des yeux ne se fait pas toujours sur les mêmes zones de nos rétines, ce qui ne nous empêche pas pour autant, même en tournant légèrement la tête, d'encore percevoir le mouvement. Une théorie consiste à penser que la perception des mouvements dans la réalité serait de même nature que les mouvements au cinéma. Si l'on considère que l'on perçoit la réalité de façon discontinue, avec quelques instantanés, on possède suffisamment d'informations pour comprendre notre environnement. Le mécanisme qui procure ces illusions de mouvement serait plutôt cérébral. Notre œil joue certes le rôle de capteur, mais c'est notre cerveau qui nous permet d'interpréter. C'est lui qui nous dupe en nous faisant croire à une animation. Un autre phénomène va entrer en jeu. Figurez-vous un écran de chargement, comme ce célèbre cercle composé de points qui semble tourner. Cette sensation de rotation est provoquée par la disparition successive de chaque point, l'un après l'autre. Si un même objet apparaît successivement à des endroits contigus, notre cerveau interprétera cela automatiquement comme le mouvement d'un seul et même élément. C'est ce phénomène qui permettrait la production d'images animées et qu'on appelle FFI. Mais concernant le cinéma et le pré-cinéma, son lien dérive plutôt d'un très gros amalgame avec un autre phénomène qu'on appelle effet bêta.
Réduit à sa plus simple expression, l'effet bêta peut être produit par deux points lumineux légèrement décalés qui s'allument et s'éteignent successivement. Bien qu'il n'y ait aucun mouvement effectif, nos processus perceptifs vont cependant lier subjectivement les deux points en un seul qui se déplace. L'effet bêta peut aussi créer l'illusion d'un mouvement qui se rapproche ou s'éloigne des spectateurs. Quand on présente une suite d'images de plus en plus petites du même objet, les gens vont généralement ressentir ce changement comme un éloignement de l'objet. Ce serait donc sur ce principe que fonctionne l'animation, la vidéo et donc le cinéma. Les effets phi et bêta ont été observés par Max Wertheimer, l'un des pères de la psychologie de la forme, la Gestalt que je serai un jour amené à évoquer, notamment sur la notion de montage. C'est dans ses études expérimentales sur la vision du mouvement, publiées en 1912, que ces notions vont pour la première fois être définies. On doit cette confusion entre les deux effets à Edwin Garrick Boring, psychologue américain, dans son livre Sensation and Perception in the History of Experimental Psychology, publié en 1942. Bien que ses observations et descriptions concernant ces deux effets soient correctes, Boring se trompe toutefois en affirmant que l'effet phi peut être observé avec un rythme de succession plutôt lent, alors qu'il nécessite un rythme très élevé, proche de la simultanéité. En revanche, c'est bel et bien l'effet bêta qui définit une sensation de mouvement basée sur une succession lente. Pour faire simple, ce qui les différencie, c'est principalement la vitesse. Il ne faut pas nécessairement que la succession soit simultanée pour être interprétée par notre cerveau comme un ensemble continu. Je vous l'accorde, la distinction entre ces deux phénomènes n'est pas forcément évidente. Si le phénakistiscope ne permettait pas à plus d'une personne d'assister à la même petite scène animée, l'invention en 1834 de William George Homer, le zoetrope, va tout changer en donnant l'occasion à plusieurs personnes d'assister au spectacle. Sur le principe, le fonctionnement de cet instrument optique ressemble fortement à celui du phénakistiscope. Les boucles d'animation sont dessinées sur des bandes de papier que l'on disposera sur la face interne d'un cylindre. Tout comme l'invention de Joseph Plateau, c'est par le biais de fentes que l'obturation de deux vues s'opérera. La projection, dont le premier instrument dédié sera réalisé par Christian Huygens en 1659, sera la clé pour transformer l'art de l'animation en une expérience moins individuelle et beaucoup plus collective. Véritable ancêtre du projecteur de diapositive, la lanterne magique est un appareil à partir duquel on projetait des dessins réalisés sur des disques en verre. Cette attraction de foire fut très souvent accompagnée d'un bonimenteur et fut notamment appelée « lanterne de la peur » lorsqu'elle servait entre autres à faire apparaître des squelettes et des fantômes, notamment dans les fantasmagories du physicien belge Robertson qui lui inspira l'invention du fantascope, capable d'effectuer simultanément des fondus enchaînés et des travelling avant et arrière, donnant l'illusion du mouvement par grossissement des images projetées. L'un des principes qui permettra une nette évolution du pré-cinéma, et qui deviendra essentiel dans le cinéma, sera la compensation optique. Cette technique permet de rendre les images fixes par le biais d'un ensemble d'objectifs mobiles qui suit la rotation du disque portant les dessins. Le premier à appliquer ce principe sera Jules Dubosc, ingénieur opticien et photographe français, pour son phénakistiscope à projection utilisant une lanterne de type photogénique fabriquée en 1850. Ce phénakistiscope est un objet très rare. On en compte seulement une demi-douzaine dans le monde. Cet instrument fonctionne à partir de disques sur lesquels sont peintes les différentes images qui composeront la scénette animée, intégrées dans un carter en bois placé verticalement au plus près de la lanterne. Cependant, ce sera principalement le précurseur Émile Reynaud qui révolutionnera le monde de l'animation. Il perfectionnera dans un premier temps le zoetrope évoqué précédemment avec l'invention du praxinoscope en 1876, qui sera breveté l'année suivante. Pour ce faire, il le dote d'un prisme constitué de 12 miroirs, qui améliorera considérablement la stabilité et la luminosité. La position des miroirs jouera un rôle d'obturateur et de stabilisateur, toujours dans le principe de la compensation optique. Cette invention sera déclinée en praxinoscope théâtre en 1879, qui se démarquera par l'ajout d'une glace sans teint entre l'œil et les miroirs, afin d'y superposer un décor dans lequel les personnages dessinés sur fond noir sont incrustés. Mais Reynaud va être frustré par les limites de cette invention, qui ne permet alors de projeter que des boucles. Il va alors faire évoluer le principe de praxinoscope en utilisant de longs rubans allant jusqu'à 50 mètres, enroulés sur deux plateaux et permettant de développer des films de plusieurs minutes cette fois-ci, comprenant de 300 à 700 dessins. Une seconde lanterne magique superposera le décor interchangeable. C'est ainsi qu'il créera le théâtre optique. Dans son brevet, Reynaud écrit « L'appareil a pour but d'obtenir l'illusion du mouvement, non plus limité à la répétition des mêmes poses à chaque tour de l'instrument, mais ayant au contraire une variété et une durée indéfinie et produisant ainsi de véritables scènes animées d'un développement illimité. » C'est exclusivement au musée Grévin qu'Émile Reynaud effectuera les projections de ces pantomimes lumineuses. Elles rassembleront plus de 500 000 spectateurs de 1892 à 1900, avant de tomber progressivement dans l'oubli avec l'invention des Frères Lumière, le cinématographe en 1895.
On retiendra de notre bon vieux Émile les très populaires Pauvre Pierrot et Autour d'une cabine, qui, comme vous le constatez, étaient en couleur. On constate que ces inventeurs, pionniers du pré-cinéma, sont avant tout des scientifiques, mathématiciens, physiciens, opticiens. L'idée était soit d'étudier les phénomènes liés à notre œil ou à notre cerveau, soit d'étudier le mouvement, d'abord en le reproduisant, puis en produisant du mouvement, en dépassant les limites du possible. Le mouvement, lui, a toujours existé. On a toujours su se le représenter mentalement en lisant une bande dessinée dynamique, en admirant la tapisserie de Bayeux, en regardant même une simple image fixe. La différence, peut-être cette fois-ci, est que jusqu'alors, nous n'avons jamais vraiment été bernés au point de ne plus nous rendre compte que nous sommes face à une illusion, que nous croyons en regardant un film voir des êtres vivants, alors qu'il ne s'agit que d'une pure succession d'images. Les effets de stroboscope, puis la compensation optique, permettront à notre œil et à notre cerveau de discerner convenablement les images, tout en donnant une sensation de continuité. À partir de l'instant où la fréquence d'image est trop élevée, notre œil ne peut distinguer aisément les images et finit par croire en une animation. Mais au fond, quelles sont les fréquences d'image utilisées et pour quelles raisons techniques, financières et esthétiques? C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo dédiée au nombre d'images par seconde. Il était selon moi important d'aborder notre perception du mouvement et d'effectuer une mise en lumière sur les nombreuses réflexions, nomologiques et psychologiques, portées sur l'image animée. Je suis loin d'être un scientifique, mais je pense qu'il est nécessaire de conscientiser, au moins partiellement, certains mécanismes qui procurent ces illusions qui nous fascinent tant, afin de mieux appréhender le sujet d'un point de vue artistique, tout en évitant de perpétuer de nombreux amalgames qui semblent avoir la vie dure. Il faut cesser de faire fi des travaux scientifiques rigoureux qui se cachent derrière la compréhension et l'aboutissement des supports technologiques qui nous permettent de visionner des œuvres servant de base à nos essais, nos théories parfois farfelues, voire pédantes et poussives, et nos critiques, en se contentant maladroitement d'une formule esthétique dont l'intérêt se résume parfois sottement à épater la galerie et à se montrer plus intelligent qu'autrui. Ces recherches et réflexions font partie intégrante de l'intérêt de cette nouvelle série de vidéos, à savoir comprendre le cinéma d'animation, afin que vous et moi puissions mieux en parler, en écartant certains de nos biais parfois injustes envers le CTMAR. Bis. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes curieux, je vous ai laissé plusieurs liens en description, histoire d'approfondir le sujet. Et une dernière chose, j'aimerais aussi vous remercier pour les commentaires sur ma première vidéo. Ils étaient très pertinents, en plus d'être très encourageants. Bon, ok, là j'étais gêné. Mais je tenais vraiment à vous remercier pour l'intérêt que vous avez porté à ma première vidéo. Je ne savais absolument pas à quoi m'attendre, mais vos retours étaient très encourageants. Pour ma part, je vais tâcher de vous fournir un peu plus de contenu. Si mes prochains projets vous intéressent, vous savez ce qu'il vous reste à faire.